Bonjour, bonjour tout le monde. Même si tout le monde n'est pas installé, on va lancer le débat parce qu'on est très minuté et on voudrait profiter de tout le temps imparti. Donc, bienvenue à ce panel. Faut-il se méfier de la monnaie? Il ne pouvait pas y avoir de meilleur calendrier pour débattre de ce thème. Au moment où Donald Trump se sert du dollar comme une arme de souveraineté, où un consortium de groupes privés emmenés par Facebook s'apprête à créer une monnaie électronique mondiale, et où les principales banques centrales se demandent comment ne pas se faire ubériser. Donc, pour évoquer toutes ces questions, on a la chance d'avoir aujourd'hui à la fois des universitaires, des anciens hommes politiques, des régulateurs. Donc, je vais vous présenter tout de suite le panel. Donc, Olena Avrilich est professeure d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et elle est spécialisée dans l'innovation en matière de monnaie et de paiement. Elle a créé un programme Master Finance Technologie Data. Elle est aussi consultante de l'OCDE sur la régulation financière et les fintech. Et elle est originaire d'Ukraine où elle a connu l'hyperinflation, ce qui probablement la qualifie pour parler du sujet. Nous avons Jean-Louis Billon, qui est ancien ministre du Commerce de la Côte d'Ivoire. Monsieur Billon a fait ses études aux États-Unis. Il a fait carrière au sein du groupe SIFCA, qui est le leader ivoirien de l'agrobusiness et le principal employeur du pays après l'État. Il est très actif dans diverses institutions des affaires en Côte d'Ivoire et à l'international. Enfin, nous avons deux gouverneurs de banque centrale. Stéphane Ingves, qui est gouverneur de la Banque centrale suédoise et membre du Conseil de la Banque centrale européenne, qui est un grand spécialiste de la supervision financière. Et il préside notamment le comité de gestion des risques de la Banque des règlements internationaux. Et nous avons François Villeroy de Galhau, qui est gouverneur de la Banque de France et membre du conseil de la BCE, polytechnicien à ENAR, qui a suivi le parcours typique du grand commis de l'État, puisqu'il a conseillé plusieurs ministres des Finances et un ancien Premier ministre, Pierre Bérégovoy, et occupé des postes importants dans l'administration du Trésor. Mais les gouverneurs se reconnaissent à leur cravate. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je passe la parole à Agnès Benassi-Kéré du Cercle des économistes, qui est agrégée d'économie, enseignante, chercheuse et qui a donc toutes les qualités pour introduire notre débat. Agnès. Merci beaucoup, merci d'être venus nombreux pour ce débat. Alors nous vivons une époque étonnante où les monopoles monétaires sont contestés. Le monopole de banque centrale pour émettre la monnaie nationale est contesté par des initiatives privées. Le monopole du dollar comme monnaie internationale est mis en cause par la surexploitation par les États-Unis de ce même monopole. Et enfin, le monopole de l'euro comme monnaie d'ancrage en Afrique de l'Ouest est lui-même contesté. Alors, dans les trois cas, eh bien, la question centrale est la confiance, qui ne vous étonne pas, puisque la monnaie, s'il y a bien une valeur économique qui repose sur la confiance, c'est la monnaie. Les projets de monnaie privée, d'un côté, prospèrent sur la défiance des consommateurs par rapport à la puissance publique en général et par rapport aux banques centrales en particulier. Donc, le problème, c'est que ces monnaies privées elles-mêmes risquent de ne pas offrir toutes les garanties qu'on peut attendre d'une monnaie. Il n'y aura pas de politique monétaire active, par définition, pas un ancrage éventuel, mais qui sera vraisemblablement vulnérable, pas de garantie sur la confidentialité des données, pas de garantie des dépôts, pas de valeur libératoire. Vous ne pourrez pas payer vos impôts en monnaie privée. Alors maintenant, pour ce qui concerne le dollar, le comportement récent de l'administration américaine a réduit la confiance dans le dollar et dans la réserve fédérale. Avec la fin de la politique de douce insouciance du dollar, vous savez que s'il y a N monnaies dans le monde, il ne peut y avoir que N-1 politique de change. Et donc si les États-Unis commencent à avoir une politique de change, eh bien c'est un peu la fin du système monétaire ancré sur le dollar. Une politique budgétaire non soutenable et des craintes sur la volonté future des États-Unis de jouer son rôle de prêteur en dernier ressort international, comme ça a été le cas de manière très efficace pendant la crise financière mondiale. Enfin, les turbulences du système monétaire international encouragent les pays tiers à s'organiser de manière indépendante et donc à développer, par exemple, l'endettement en monnaie nationale. Et puis, on voit la réémergence d'un vieux projet en Afrique de l'Ouest de créer une monnaie indépendante. Alors, face à cette situation, les banques centrales ont plus d'un tour dans leur sac. Des solutions existent, donc on va en parler aujourd'hui.
Mais le problème, c'est que ces solutions réclament elles-mêmes de la confiance, confiance dans les institutions, confiance en zone euro entre les pays, pour créer un actif sûr et éventuellement donc, développer le rôle international de l'euro, confiance entre les pays d'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, ces mutations monétaires eh bien, ne seront pas sans impact sur le modèle des banques, qui, si elles reculent sur la fonction de moyen de paiement, eh bien, donc qu'est-ce qui va se passer sur la stabilité des banques? Et ce qui est fabuleux dans la période actuelle, pour quelqu'un qui est chercheur, je conçois que ce soit plus difficile pour les gens qui sont en charge de gérer la monnaie, c'est que toutes ces mutations nous remettent nous reposent la question de qu'est-ce que c'est qu'une monnaie, fondamentalement, les différentes fonctions de la monnaie, est-ce qu'elles sont liées de manière irrémédiable ou est-ce qu'on peut en retirer une fonction, garder les autres? Et donc c'est très intéressant, ce sont des questions qui ne sont pas nouvelles, hein, qui datent de la création des monnaies, donc c'est l'Antiquité. Mais on va en débattre aujourd'hui dans un nouveau cadre et je suis absolument ravie de ce panel qui va nous apporter des points de vue assez différents sur la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup Agnès. Je vais tout de suite passer la parole à Olena Avrilchik qui va nous faire un focus sur l'émergence des digital currencies, donc les monnaies numériques ou immatérielles, qui est son domaine de recherche. Olena. Thank you very much. So I'll speak in English. So indeed, during the last 10 years, we have seen a lot of experimentations in new forms of money and new forms of payment infrastructures. And we can summarize them by two very general trends. So there's one trend towards decentralization, or rather it's a quest, a search for decentralization. I'm thinking, of course, about Bitcoin or Ethereum, so it's peer-to-peer payment systems. Now, those systems are very attractive to communities that distrust the centralized authorities. So, for example, Bitcoin was used to avoid capital controls in China or to finance WikiLeaks when banks refused to do so. So, of course, we can question the social value of this, being here in France, in Europe, but I was born in the Soviet Union, so I do see some value proposition in the censorship resistance. Especially in the regimes, in autocratic regimes, where people should not trust the government. Now, having said this, all these technologies are at a very experimental stage, because real decentralization is very, very expensive. It is really very difficult to achieve decentralization, cost efficiency, and security. And so, for example, Bitcoin, it sacrifices cost efficiency, whereas new project by Facebook, Libra Association, so the cryptocurrency Libra, it sacrifices some decentralization. Now, so Facebook entering the payment markets, or attempts to enter payment markets, this is not a new trend. We should have expected it. In China, we already have seen the second trend towards centralization of payments. In China, payment markets are divided between Alipay and WeChat, so banks are out of the payment business. And this trend actually, it started 1.5 centuries ago. In the 19th century, there was a big communication company, Western Union, which was a monopolist in telegraph. And so what Western Union did, it leveraged its monopoly in telegraph due to network effects to create a new network in payments. And still today, Western Union is a dominant player in remittances, which are very expensive, by the way. So we see the first mover advantage is very, very important. Now, going back to Facebook. I don't have much time to talk about this, but I think what Facebook is trying to do is it's trying to marry the two trends. On one hand, it is the big tech companies entering, so it's very centralized, entering the payment business, but at the same time, it tries to propose a sort of decentralized network. And from this perspective, it's rather interesting. Now, I do believe that when we talk about this Libra project, it would be very useful, actually, try to abstract from the fact that it was proposed by Facebook. Why I'm saying so? Because I think the marketing, if you want to call it like this, is very, very interesting. But what Facebook is offering or promising is to
make cross-border payments as easy as an email, and also to provide a store of value to people who live in countries with unstable currencies. So again, having lived through hyperinflation, I find very interesting. Do I trust Facebook to do it? No. Facebook is a company that is based on surveillance-based business model. It is a monopolist, and finally the policymakers are trying to attack this question. It is a company that has a culture of move fast and break things, but it has made the first proposal, and in the academia we have a peer review system. So if I want to publish a paper in a journal, I send my article to the editor, and then editor sends my version of the article anonymous to referees to see whether the paper is good or not. And I think it would be interesting to have the same approach to Libra project, really to forget that it's proposed by Facebook and other companies which have market power, and just to see what policymakers can say about the project itself, the technical side of the project. Or maybe also us as independent scholars also, how can we react to this project independently, who has proposed it? Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olena. Alors justement, on a la chance ici d'avoir deux gouverneurs de Banque centrale qui vont prendre la parole après vous. On va d'abord passer la parole au gouverneur Ingves. Est-ce que l'émergence de cette créativité technologique met en risque le système monétaire tel que nous le connaissons? Monsieur Ingves. Thank you, and thank you for giving me the opportunity just to be here and talk about this topic. It's quite a challenge to, in 5 minutes, cover something that has been around for a couple of thousand years at least. But still, let me try to give a few remarks on this topic. Should we worry about currencies? Well, not really. Money is a convention. Money is basically a convention, and conventions are about trust. So in that sense, there's nothing new under the sun. Technologies change. Technologies change over the years. My institution has been around for 350 years, and had we not changed, we probably would not have been around. So in that sense, when new technologies show up, you have to adapt in one way or the other. In my environment, cash is on its way out. Not because the central bank has decided that cash is on its way out. It's just because the general public has decided it's more convenient to use other means of payment. And that's just the way things are, and I can't change that. So my job is basically to go with the flow. And what that means that in the future we will need a technology-neutral definition of legal tender. That will be very, very important, because from a legal perspective, all these issues today in most countries are tied to physical cash, which is an obsolete way of thinking about these things, and legal tender usually goes back to conversations in parliaments in the 1800s. Now, then, whether the central banks show up in this in the future, they will continue to show up in the future. I'm pretty sure about that. Because central banks produce central bank money, and central bank money is a public good. And there will always be a demand for that public good. And if history gives us any guidance at all, most privately organized monies using the plural have failed in the past because people tend to produce too much of them. It's just irresistible to walk a fine line producing something which really works. And that's my view of what's going to happen in the future. Having said that, when it comes to payment systems, more and more of the payment systems will be cross-border, more and more of the payment systems will be global in one form or the other, because that's where technology is going. But that also means that central banks will have to, so to speak, go with the flow, and time will tell where this will take us. But I really don't see this as a problem, because most people will move out of cash anyway, because it's difficult to force people to use yesterday's technologies. That's just not going to happen. But cash will physically be around, probably forever, but not very commonly used, which is sort of quite important distinction. But then when it comes to money, of course, also central banks can destroy the value of money. Look at Zimbabwe and Venezuela, and that's what kind of the reference that we heard about earlier. If the value of the good that you produce is low,
people will use and choose somebody else's money. And in that sense, also in the central banking business, we're kind of in a competitive business, despite the fact that most central banks never ever think about money in that particular fashion. So that was a few remarks on the micro level. Now let me move to the macro level. I do think that if monetary policy becomes more and more politicized, if that were to be the case, then of course that over time will also, in one way or the other, dilute the trust in various monies that we use. And here again, history gives us pretty clear guidance how that happens. But looking into the future, that probably also means that when it comes to other currencies, take the renminbi, unlikely that the renminbi will become global, because if you maintain foreign exchange controls, that's just basically not possible to do that. The euro has its issues, given the way the euro has been constructed, so at least for the foreseeable future, the dollar is going to be what it is in terms of global transactions. But having said that, if the use of the dollar gets more and more politicized, then of course that will produce new evolutionary movements in different corners of the world, moving away from the dollar, trying to create other types of monies. But when it comes to money, a monetary system needs a well-functioning legal basis. It needs a sound and long-term fiscal policy, which sounds odd when you talk about money, but that's the way it is. You need sufficient supervision, including money laundering, and you need to allow for modern new technologies being used when it comes to using different types of monies. And here, I do think that we in the central banking communities happen to be behind a bit when it comes to facilitating cross-border and cross-currency payments, because there it's just too expensive to move money from one side of the world to the other. And here, on that topic, we certainly can do more. Thank you. Merci beaucoup. Alors, on a entendu que le cash était obsolète, que le dollar était politisé, même peut-être weaponized, comme on dit en bon français. Je vais demander au gouverneur Villeroy de Galhau sa réaction et son impression sur toutes ces questions. Et puis après, M. Billon pourra s'exprimer sur l'Afrique. Bonjour, je voulais vous dire combien j'étais heureux de me retrouver à Aix et de retrouver mon ami Stéphane Ingves. Nous avons l'habitude avec Stéphane de passer nos week-ends ensemble. Pour tout vous dire, samedi dernier, on était ensemble à travailler à Bâle. Eh ben, c'est encore plus plaisant d'être à Aix-en-Provence. Faut-il se méfier de la monnaie? Je vais relever tout de suite que notre thème, c'est un oxymore. Depuis toujours, la monnaie, c'est la confiance. On l'a dit, je ne vais pas vous infliger un cours d'économie ou de finance, je vais juste invoquer le latin, fiducia, la confiance, et on parle de monnaie fiduciaire pour désigner les billets, où je vais invoquer la philosophie. Georges Simmel, un philosophe allemand, 1900, un très beau titre, Philosophie de l'argent, ça c'est peut-être aussi un oxymore, mais Georges Simmel a le mérite de mettre l'accent sur la fonction sociale de la monnaie, sa dimension subjective à côté de la dimension objective de moyens de paiement. Alors, confiance dans quoi? Et prenons un tout petit recul historique. Je dirais de moins en moins dans un support technique. Autrefois, la confiance dans la monnaie, c'était la confiance dans le métal, l'or et l'argent. Et puis, on a eu un processus de dématérialisation progressive, l'or et l'argent remplacés par le billet de banque, remplacés par la carte, remplacés aujourd'hui par la monnaie digitale. Et au fur et à mesure que cette confiance dans le support matériel diminue, ce qui compte de plus en plus, c'est la confiance dans l'institution qui est derrière la monnaie. Autrefois, sur la pièce d'or et d'argent, vous aviez le portrait du souverain. Ce n'est pas neutre. Mais le souverain, il pouvait rogner la quantité de pièces d'or et d'argent. On a trouvé mieux depuis, je crois, c'est les banques centrales, indépendantes et avec un mandat. Je souligne ce diptyque qui est absolument inséparable. Si nous sommes indépendants, c'est parce que nous avons un mandat qui nous a été confié, qui n'est pas auto-attribué. Sur la stabilité des prix, j'y reviendrai. Mais nous sommes indépendants pour atteindre ce mandat. On souligne souvent que c'est l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. C'est vrai, mais c'est aussi l'indépendance vis-à-vis de tout intérêt privé, quel qu'il soit, vis-à-vis des marchés
ou vis-à-vis de toute entreprise, fût-elle une big tech. Alors ça m'amène à la question évidemment d'aujourd'hui qui est comment ce cadre-là se décline face aux nombreuses innovations technologiques. Et elles sont évidemment bienvenues, hein, par principe. Au passage, il n'y a pas que Libra parmi les innovations sur la table. Alors il me semble que nous, Banque centrale, face aux innovations, pour préserver la confiance, devons suivre 3 règles d'or. La première, c'est d'être équanime ou ouvert sur les technologies. La seconde, c'est d'être exigeant sur les régulations. Et la troisième, c'est d'être engagé sur des valeurs et des résultats. Je m'explique. Équanime sur les technologies ou les supports. On va revenir sur ce que je rappelais historiquement. Je ne crois pas, dans le cas de la France, à la fin du cash. Je crois à son érosion, mais l'usage du cash est beaucoup plus fort. La Suède est plutôt une exception intéressante. Je crois que nous devons maintenir l'accès au cash parce que c'est un élément de la liberté de choix des citoyens et de la confiance de la monnaie. Mais néanmoins, je suis très intéressé par les projets suédois de ce qu'on appelle Central Bank Digital Currency ou e-couronne. On regarde. Exigeant sur les régulations. Là, il y a une règle de base, même activité implique même régulation. Je vais prendre l'exemple de Libra. Libra est un projet. On va avoir une discussion. Au passage, le jour même où Facebook a annoncé son projet, nous avons mis en place, la France est présidente du G7 cette année, une task force dirigée par Benoît Cœuré qui va regarder toutes les questions de régulation. Et on va faire ce travail sérieusement avec les Américains aussi autour de la table. Mais, Olena l'a dit, une des fonctions possibles de Libra, c'est moyens de paiement, et notamment moyens de paiement transfrontières pour les particuliers. Si c'est ça, et je ne cite qu'un exemple, on sera extrêmement exigeant sur l'anti-blanchiment. Il n'y a vraiment aucune raison que Libra permette de blanchir des flux alors qu'on a fait des progrès colossaux depuis 30 ans là-dessus. Je termine par engager sur des valeurs, des résultats, je vais peut-être même aller un peu plus loin, peut-être sur des promesses que nous devons, nous, Banque centrale, tenir. La première promesse, c'est la stabilité des prix. Notre objectif pour l'euro, c'est une inflation à moyen terme proche de 2%. C'est pour ça d'ailleurs que 75% des citoyens de la zone euro aujourd'hui font confiance à leur monnaie, c'est le plus haut niveau jamais atteint. Donc je crois que la confiance dans leur monnaie est assez forte, mais j'ai bien dit un objectif de stabilité des prix et pas un objectif de change. Je le dis au passage, Dominique Norail a fait allusion à propos du dollar. Il y a certains tweets qui ont l'air de considérer que c'est un problème de change. Non, la promesse, c'est une promesse de stabilité des prix. Et c'est ça l'objectif. Deuxième objectif ou promesse, c'est bien sûr la disponibilité absolue et permanente de la monnaie dont vous disposez. Hein, et mettez là-dessous la sécurité, la liquidité, etc. Et en résultat de cette stabilité et de cette disponibilité, la monnaie est un bien commun. Je termine par là, parce que je crois que c'est un message central. Stéphane a parlé de public good. La monnaie n'appartient pas aux banques centrales. La monnaie n'appartient pas à quelques individus. La monnaie, elle appartient à nous tous, comme citoyens. Nous, banques centrales, nous n'en sommes que les garants, et ça nous a été confié dans le cadre de la démocratie. Alors, un mandat sur une monnaie qui serait auto-attribuée, disons les choses clairement, une monnaie privée, ça ne renvoie pas seulement à des échecs répétés dans l'histoire. Pensez à la faillite de l'As, vous savez, le bossu de la rue Quincampoix en 1720, ou à tout ce qui s'est passé aux États-Unis avant 1713. Ça ne renvoie pas seulement à des échecs, ça renvoie à une contradiction intrinsèque. Une monnaie privée, ça serait un autre oxymore, ça serait le vrai oxymore. Merci. Merci. Merci François Villeroy de Galhau. Maintenant, je vais passer la parole à Jean-Louis Billon parce que la confiance, on l'a vu, c'est une valeur fondamentale et le franc CFA souffre d'une certaine défiance dans la zone. Et Jean-Louis Billon va nous expliquer pourquoi et peut-être les pistes pour y remédier. Oui, alors merci. Alors, je suis Jean-Louis Billon, je viens de Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire fait partie de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous avons une monnaie unique depuis bien plus longtemps que l'Europe qui a l'euro, et c'est le franc CFA.
Le franc CFA, c'est une monnaie qui concerne l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. C'est une monnaie qui existe depuis 1945, que nous utilisons, donc c'est peut-être la plus ancienne monnaie régionale de la planète. Elle a fonctionné très bien pendant de nombreuses années, elle continue de fonctionner correctement, mais aujourd'hui, elle a véritablement un problème d'image. Et en raison de ce problème d'image, il y a une défiance et une perte de confiance avec les générations nouvelles. Pourtant, c'est une monnaie qui offre certains avantages réels. Le fait d'avoir une monnaie unique est un facteur d'intégration économique non négligeable. Ensuite, elle a une stabilité parce qu'elle est arrimée à l'euro. Avant l'euro, elle était arrimée au franc français et elle bénéficie d'une garantie du Trésor français. Donc c'est M. Villois de Gallo qui la garantit. Et alors, c'est là que vient la polémique nouvelle. C'est que en 1945, c'est une monnaie qui était connue sous le nom de franc des colonies françaises d'Afrique. Ça a changé, aujourd'hui, c'est le franc de la communauté financière africaine. Mais, tout le monde se souvient, CFA, ça reste CFA. Donc, il y a la polémique sur le nom, faut-il changer de nom? Il y a la rigidité avec l'euro. Nous avons une monnaie stable, c'est vrai, très peu d'inflation, mais nous sommes arrimés à l'euro avec un taux fixe. Donc ce taux fixe grève en quelque sorte notre compétitivité quand nous sommes en compétition sur certains produits avec des pays qui utilisent le dollar ou d'autres monnaies, puisque la nôtre ne bouge jamais. Alors en ne bougeant jamais, il y a des avantages, mais l'inconvénient majeur, c'est aussi que ça ne reflète pas la réalité économique de certains pays. Quand l'Union européenne connaît une croissance de 1% ou de 0%, et que vous avez une zone africaine qui croît à 5%, 6%, peut-être que le franc CFA doit s'apprécier vis-à-vis de l'euro, au lieu de rester fixe, ou alors, si nous sommes en dépression, se déprécier. Donc là, ça ne reflète pas, même si ça peut offrir un avantage et une certaine stabilité. Et nous avons des paradoxes, c'est que les deux zones CFA ont une non-convertibilité de leur franc CFA, c'est-à-dire que nous avons la même parité avec l'euro, mais je ne peux pas transférer de franc CFA ouest-africain vers la zone centrale ou convertir le franc CFA, changer mes billets, j'en ai là sur moi, mais ils me sont inutiles. Même quand je viens en Europe, je ne peux pas changer mon franc CFA. Je dois changer sur place à Abidjan avant de voyager, prendre des euros ou des dollars avant de venir ici. Alors qu'autrefois, jusqu'en 1994, c'était une monnaie qui était complètement convertible. Donc nous avons un véritable problème d'image qui fait qu'aujourd'hui, les nouvelles générations voient dans le CFA une monnaie qui grève notre souveraineté, qui est encore sous la tutelle de l'ancienne puissance coloniale, et cette perception réclame beaucoup de changements, une vraie mise à jour. Mais il faut faire attention de ne pas perdre les avantages, et nous allons vers une nouvelle aventure au niveau d'une intégration économique plus grande qui est la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, dans laquelle nous ne trouvons pas que l'Afrique francophone, mais également l'Afrique anglophone, Ghana, Nigeria, des pays qui ont une économie autrement plus importante, je pense au Nigeria, que les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Et nous allons vers une nouvelle devise qui devrait s'appeler l'ECO en 2020. Alors, c'est au stade de projet. Et est-ce que l'ECO sera un succès? Aurons-nous confiance en l'ECO? Toute la question est là. Merci. Merci, Monsieur Billon. Je vais demander à l'ancienne puissance coloniale et au garant du franc CFA peut-être de dire un mot en réaction. Est-ce que vous travaillez finalement avec cette zone CFA pour moderniser cette monnaie? D'abord, l'ancienne puissance coloniale, je n'adore pas ce mot, ça fait 60 ans qu'on ne l'est plus, heureusement, n'a rien à dire, si j'ose dire. C'est une décision des Africains eux-mêmes. Et
la France n'a aucun intérêt particulier, et en particulier aucun intérêt économique dans l'existence du franc CFA. Donc c'est une décision des Africains eux-mêmes, soyons clairs. Et deuxièmement, c'est une décision du pouvoir politique et pas des banques centrales. J'ai assez insisté sur le fait que nous gérions un bien commun par mandat des autorités démocratiques. Peut-être juste 2 commentaires sur le fond à propos de ce que le ministre Jean-Louis Billon a dit. Je crois qu'on peut faire un certain nombre de progrès, effectivement. Il y a la question du nom, il y a la question que vous avez soulevée, dont nous sommes des spécialistes techniques tous les deux, mais on va vous l'épargner, de la convertibilité entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais mon deuxième commentaire, c'est que le franc CFA est une bonne monnaie, je crois. Et encore une fois, ce n'est pas à nous d'en décider, mais un atout pour les économies ouest-africaines. Ça se voit très clairement dans les chiffres. Les pays de l'UMOA, aujourd'hui, l'Union monétaire ouest-africaine, ont nettement moins d'inflation et nettement plus de croissance que leurs voisins comparables. Donc je crois que sur le fond, ça mérite une réflexion sérieuse, au-delà des symboles, et que, voilà, il y a un petit risque de lâcher la proie pour l'ombre. Mais encore une fois, ce n'est pas à nous d'en décider. Merci beaucoup. Alors, le temps nous est affreusement compté. Je vais juste demander peut-être à Olena de réagir aux interventions des régulateurs sur le concept de monnaie privée, puisque vous en êtes un petit peu l'avocate ici. Et est-ce que vous croyez, vous, personnellement, par exemple, je sais qu'il n'y a pas que le Libra, mais c'est quand même ce qui fait l'actualité en tant que journaliste, ça nous intéresse, au succès de cette monnaie qui est quand même... Il n'y a pas que Facebook, il y a des multinationales importantes dans les échanges commerciaux et le cybercommerce et même Visa et des institutions comme ça qui en font partie. Est-ce que vous pensez que ça peut être un succès populaire? So thank you for the questions. I think what we have heard is that there is indeed a demand for cheaper cross-border payments. And so the question is, who should answer this demand? The problem is that we live in a world, in a globalized world, but with national governments. So we don't have any authority at the global level to provide, to coordinate a better international payment system. And so this is why private initiatives appear. And maybe this is what will stimulate the global governments really to national governments to coordinate a better payment system. So this is one thing about the need for this. Second, about private money, whether it has a future or not. Well, I have to be maybe a bit provocative, but I think France has given legitimacy to Ethereum and to Bitcoin by providing a regulatory framework for crypto assets. Because most of initial coin offerings are done on Ethereum. So Ethereum provides new infrastructure for issuing those tokens. Thank you. Merci beaucoup. On a le temps malheureusement que pour 2 ou 3 questions de la salle. Donc je vais ouvrir la parole au public. Et s'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter et spécifier à qui s'adresse votre question. Merci. Bonjour à tous, merci pour l'exposé. Serge Magdeleine, je suis directeur général de Crédit Agricole Technologies, c'est l'IT des caisses régionales du Crédit Agricole. J'ai une question sur Libra. Si on regarde un tout petit peu plus loin que la création d'une monnaie ou plutôt d'un moyen de paiement, est-ce que vous ne pensez pas que Facebook, en essayant d'instaurer une Cour suprême pour traiter des litiges et se faire justice lui-même, en favorisant l'émergence d'ambassadeurs auprès des GAFA qui vont rendre diplomates dans les pays comme le Danemark et en créant sa propre monnaie, l'intention de Facebook n'est peut-être pas d'entrer dans le monde de la banque, mais plutôt de devenir une nation supraterritoriale de 2 milliards d'habitants. Question qui s'adresse aux banquiers centraux. No, not. You are closer to Denmark. Yeah, I'm closer to Denmark. So, no, not really. I mean, basically, this is about cross-border. This is about cross-border transactions. And to what extent others can do cross-border transactions better than these people or not, time will tell. Let me give you just one very concrete example where this really matters. Already the ECB has produced a tip system. My understanding is that when you do a transaction in the tip system, sending a very small amount of money, small amount of euros, the ECB charge is around 3 euro cents.
you cannot beat that. That's as simple as it is. François Villeroy-de-Galhau, vous voulez réagir? Peut-être deux compléments. Je pense qu'effectivement, une des utilités de Libra ou de projets similaires peut être de nous pousser à améliorer les systèmes de paiement existants. Et merci de ce que Stéphane vient de dire sur TIPS. Ce n'est pas encore très connu, hein, système de paiement instantané à l'intérieur de toutes les frontières de la zone euro. Ça marche très bien. Bon, il faut maintenant qu'on fasse ça entre, par exemple, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique. Hein. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'il y a un cadre législatif depuis la loi Pacte en France sur l'ensemble de ce qu'on appelle les coins. Je crois qu'il y a quand même une différence assez importante à l'intérieur de cette catégorie, pour ne citer que deux sous-catégories. Il y a des actifs très spéculatifs type Bitcoin, mais qui restent purement spéculatifs. Libra et d'autres peut-être, c'est ce qu'on appelle des stable coins, avec une valeur en principe indexée sur un panier de monnaie, de vraie monnaie. Bon, à voir, mais c'est là que ça ouvre des questions probablement plus sérieuses, plus réelles sur le moyen de paiement, par exemple. Encore une dernière question et après on va devoir s'arrêter. Je crois qu'il y a un monsieur là-bas qui veut parler. Oui, merci. Merci de vos différents exposés. Ma question porte sur l'initiative italienne d'émission de bons du Trésor. Qu'en pensez, je dirais, en termes de menaces pour l'euro? Monsieur Euro. Oui, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, c'est ce qu'on appelle des mini-bots, hein, des bons du Trésor italien, la capacité éventuelle à payer des arriérés de l'État ou des dettes publiques à travers des papiers émis qui ne soient pas, enfin, on ne sait pas très bien, ce n'est pas des billets de banque en euros en tout cas. Les Italiens ne sont pas passés à l'acte, c'est une motion. Deuxièmement, je pense que ce mini-bot, à supposer qu'on passe à l'acte, n'aurait pas pouvoir libératoire. Je rappelle, pouvoir libératoire, c'est que vous êtes obligé d'accepter le paiement. Et ça, c'est une caractéristique fondamentale de la monnaie. Hein. Si on vous propose de vous payer en Bitcoin ou en Libra, vous n'êtes pas obligé. Hein. Enfin, si jamais les deux précédents obstacles étaient levés, il y aurait un très sérieux problème. Je ne crois pas qu'on aille jusque-là. Et je note au passage, j'ai parlé de la confiance des citoyens dans l'euro. Elle est un peu plus faible en Italie, mais elle est très majoritaire, à 63%. Et surtout, ce qui est important, cet attachement des Italiens à l'euro ne cesse de monter. Hein. Et ça, je crois que c'est le plus grand succès de l'euro, c'est la confiance que lui placent les citoyens. 20 ans après, on vient de marquer les 20 ans de l'euro, c'est le plus grand succès. Et en même temps, croyez-moi, c'est la plus grande obligation que nous ayons, nous, gouverneurs, autour de la table du Conseil des gouverneurs de la BCE, c'est d'être digne de cette confiance. Alors, malheureusement, le temps est complètement écoulé. Je vais juste conclure d'une phrase que face à cette créativité technologique sur la monnaie, il faut une réponse commune des autorités publiques, ça tout le monde, et des régulateurs. Et comme a dit François Villeroy-de-Galhau dans une interview qu'il a donnée à l'Obs, je fais un petit peu la publicité de mon magazine, il garde l'esprit ouvert et la tête froide. Et nous nous en réjouissons. Et merci à tous les panélistes et à vous-même.